Bonjour à tous. Je teste ici. Voilà. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va pour le son dans la salle? Très bien. Merci donc d'accueillir pour cette table ronde autour de la question cruciale de l'accélération du déploiement des badges numériques. Donc, la question, c'est comment les pouvoirs publics et les employeurs peuvent-ils accélérer le déploiement des badges numériques. Et nous avons à cette table ronde le ministère du Travail et de l'Emploi, représenté par Stéphane Rémy, donc gros sponsor de notre conférence que l'on remercie au passage, sans qui on n'aurait pas pu organiser cette conférence. Je vous remercie de les applaudir. Stéphane Rémy, qui se présentera. Nous avons également de la Caisse des dépôts Gladys Vidal, Lauriane Mignodon de l'AFDAS, Gérard Gand de la Sodexo Academy, merci pour eux, et Gianluca Merigali de Paris 2024. Et je vais donner la parole à Stéphane Rémy dans un premier temps, donc qui lui permettre de se présenter et de donner le regard que porte le ministère du Travail sur le sujet des compétences et de leur reconnaissance. Stéphane. Oui, volontiers. Bon, d'abord, c'est agréable de pouvoir être applaudi au départ. Donc, merci à vous. Je sais qu'il y a des représentants à l'international. Donc, je souhaiterais saluer tous ceux qui nous écoutent dans ce cadre-là et vous tous qui êtes présents dans cette salle. Donc, moi, je suis Stéphane Rémy. Je suis sous-directeur en charge des politiques de formation et de contrôle au sein d'une maison que vous connaissez bien, j'imagine, qui est la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, aussi évidemment structurée au niveau des territoires, au niveau régional, notamment à travers nos directions régionales. Et donc ce sujet évidemment des compétences et de leur reconnaissance, c'est un travail au long cours. Si vous me permettez de revenir un tout petit peu sur l'historique pour bien montrer quel a été l'engagement des pouvoirs publics, puisque vous m'y invitez, et je voudrais y associer d'entrée de jeu les partenaires sociaux, puisque quand on reprend un petit peu le fil historique, tout cela a été inscrit, l'idée même de la portabilité des compétences à travers un passeport qui avait été une idée de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003. J'ai bien dit 2003, hein, donc ça remonte à plus de 20 ans, à presque 20 ans, puisque derrière, vous le savez, l'accord national qui avait été signé, pour la petite histoire, par l'ensemble des organisations professionnelles patronales, mais aussi organisations syndicales de salariés. Voilà, c'est assez rare pour le noter, et qui avait donné lieu à la loi du 4 mai 2004, qui a fondé l'ancêtre du compte personnel de formation, qui est le droit individuel à la formation. Donc, l'idée française du rattachement d'un droit à l'individu, elle est ancienne, elle s'est structurée, elle s'est approfondie, et elle s'est approfondie notamment avec la loi du 5 mars 2014. Là aussi, une loi assez structurante, et puis de manière plus récente, évidemment, à travers la loi de 2018, qui a consacré, renforcé la notion même de passeport de compétences. Et d'ailleurs, plus largement, on est sur les notions d'orientation, de formation et de ces compétences et de leur portabilité. Donc tout ça pour vous illustrer qu'on est sur un chemin qui est à la fois partagé avec les partenaires sociaux, avec toute une série d'acteurs. Et je voudrais saluer évidemment à titre principal à la Caisse des dépôts et consignations, puisque à travers 2018, c'est l'installation de mon compte formation. Et donc on va bientôt fêter alors les 5 ans pour mon compte formation, sa monétisation, les 10 ans avec la création du compte personnel de formation, et puis 20 ans si on prend le droit individuel à la formation. Évolution récente aussi avec la loi sur le plein emploi, qui vient là aussi ouvrir le champ des possibles, et notamment pour accélérer la reconnaissance, notamment des badges et des reconnaissances des badges numériques. Par rapport à votre questionnement, comment on va arriver à démontrer que les acteurs, les entreprises, les employeurs peuvent s'en saisir? C'est par la réussite. Et le fait d'embarquer à la fois les compétences, les expériences, parce que c'est aussi l'idée, et ce n'est pas simplement l'expérience professionnelle, c'est aussi l'engagement citoyen. Et donc, on a déjà des travaux qui sont en cours avec la GEPVA sur les enjeux de la vie associative, avec le COJO qui aura, j'imagine, l'occasion de revenir aussi sur tout ce qui a pu être fait ou qui sera fait dans la reconnaissance de l'action des bénévoles, notamment à l'occasion aussi des WorldSkills qui se sont tenus il n'y a pas si longtemps à Lyon. Compétition internationale, 72 délégations étrangères. La France a terminé 3e, elle est donc sur le podium. Et la concurrence était rude. Formidable vitrine pour les compétiteurs.
mais aussi ceux qui les accompagnent, les managers qui les accompagnent. Et on a un autre exemple qui sera détaillé par l'AFDAS, qui est un OPCO, un opérateur de compétences. J'imagine que vous aurez l'occasion de rappeler un petit peu de manière pédagogique ce que sont les opérateurs de compétences et l'offre de service qui est rendue auprès des entreprises, des employeurs. Donc c'est une occasion, voilà, de promouvoir les capacités que les uns et les autres ont pour reconnaître les compétences à travers ce mode un peu original, mais qu'on a déjà testé. On avait eu aussi des premières reconnaissances à travers la Convention citoyenne sur le climat. Ça nous remonte à la loi Résilience Climat de 2021, où avec l'appui de l'AFPA, on a aussi contribué à cette reconnaissance. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est bien de les faire apparaître dans le passeport. On a une version aussi qui permet à plus de 19 millions de titulaires aujourd'hui d'être identifiés avec au moins une certification, et puis bien au-delà avec tous ceux qui ont pu passer des certifications. Donc c'est quelque chose qui est en dynamique, qui est une dynamique historique à laquelle beaucoup d'acteurs ont participé. Je ne les ai sans doute pas tous nommés, mais voilà, de manière structurante, en tout cas l'impulsion des pouvoirs publics à travers la Caisse, à travers aussi les OPCO ou du service public de l'emploi, France Travail, hein, qui sera aussi parmi les acteurs qui vont pouvoir utiliser les informations utiles sur le passeport de ces titulaires, les conseils en évolution professionnelle aussi, qui sont des acteurs évidemment qui, à proprement parler, ont vocation à accompagner et donc à pouvoir bénéficier des informations utiles sur les expériences et les compétences acquises par nos concitoyens. Voilà, rassemblé un peu pêle-mêle, mais pour remontrer un petit peu la dynamique historique et à venir à travers encore des travaux qui sont à venir sur la reconnaissance des badges numériques. Merci beaucoup Stéphane. Alors vous avez parlé des OPCO. Alors, un OPCO, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions? On a demandé à Lauriane Mignodon, qui va se présenter, qui est de l'OPCO AFDAS, eh bien, de présenter à notre public ce qu'est un OPCO et ses missions. Merci Philippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc très rapidement, donc, je suis Lauriane Mignondeau, je suis responsable d'un département qui gère les certifications professionnelles au sein donc, d'un opérateur de compétences. Donc un opérateur de compétences, donc, comme le disait un peu Stéphane, on est finalement dans un acteur qui est en lien avec les branches professionnelles. Donc il en existe 11 en France. Et on accompagne les entreprises et des secteurs sur des enjeux communs qui sont liés au développement des compétences auprès des entreprises et des individus. On peut juste retourner sur la slide précédente. Avant d'aller sur les missions, je trouve important de préciser ce que regroupe comme secteur l'AFDAS. Donc nous, en fait, on est lié au secteur de la culture, des industries créatives, médias, communication, télécommunications, sport, tourisme, loisirs et divertissement. Donc ça fait beaucoup de secteurs. Pourquoi ces secteurs ont été regroupés entre eux? C'est parce qu'ils ont des enjeux communs qui sont liés à l'accueil du public. On a beaucoup de secteurs qui reçoivent du public. On a beaucoup de petites structures. On a également une diversité de structures qui sont autant des petites que des grandes entreprises. On a des grandes chaînes de télévision, on a des opérateurs de télécommunications et on a également aussi des individus qui ont des carrières atypiques puisque dans nos secteurs, on a également des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs ou des sportifs de haut niveau. Donc, c'est vraiment de ces spécificités, ces enjeux de compétences et de carrière qui réunissent ces secteurs-là et qui finalement a souhaité mettre en place une filière économique qui est cohérente et surtout des projets intersectoriels. Donc c'est vraiment les enjeux que défend aujourd'hui l'AFDAS. Et face à ces enjeux-là, donc on a 6 missions qui ont été définies par l'État en 2018. Donc ces 6 missions sont tournées finalement vers beaucoup d'accompagnement des entreprises et des secteurs, donc des branches professionnelles, donc des partenaires sociaux. Et cet accompagnement, elle est liée vraiment au développement donc, de l'alternance, donc d'un dispositif de formation qui se fait autant en entreprise qu'en formation. C'est également un accompagnement auprès des entreprises pour le développement de leurs projets de formation, donc tourné vraiment sur la compétence. On est également sur l'accompagnement donc de ces secteurs-là dans le développement des certifications, donc qui est le cœur de mon activité, mais également sur tout ce qui va être la prospective de l'emploi. On est également au cœur de tout ce qui va être des mutations économiques, donc tout ce qui va permettre d'accompagner des ruptures liées à des organisations
différentes, à des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, par exemple. On est aussi acteur du développement de la formation pour les publics qu'on a cités au préalable, qui sont des intermittents du spectacle ou des artistes-auteurs qui n'ont pas d'entreprise finalement. Et on a aussi des enjeux d'informer sur tout ce qui va être la transition écologique et donc d'accompagner finalement les entreprises à analyser les besoins en compétences liées à cet enjeu qui est primordial. Donc, une fois qu'on a dit toutes ces missions, finalement, quel est le rapport avec les badges numériques? Et bien, finalement, l'enjeu pour un OPCO, pour accompagner ces entreprises et ces branches, il est vraiment tourné sur la possibilité d'être force de proposition et être innovante sur justement le développement des compétences, sur l'identification des compétences pour pouvoir les accompagner au mieux dans ces mutations économiques ou dans finalement le développement de reconnaissance de compétences. Donc c'est vraiment un sujet dont s'est emparé l'AFDAS, notamment dans le cadre d'un accord qui a été signé avec le ministère et les branches professionnelles, et sur lesquels, en fait, on a pu créer une ingénierie permettant d'accompagner la reconnaissance des compétences des bénévoles. Donc, ça a été vraiment un enjeu important pour l'AFDAS de pouvoir aujourd'hui s'emparer de ce sujet-là pour pouvoir finalement proposer des outils innovants et différents que traditionnels, qui est la certification professionnelle. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette présentation. Alors, on a parlé également, maintenant, c'est ce qu'est un OPCO et ses missions. On a parlé également du passeport de compétences, donc spécificité vraiment française. Et je vais demander à Gladys Vidal de se présenter et également de présenter ce passeport de compétences à notre public. Bonjour à tous. Déjà, donc Gladys Vidal, je travaillais au sein de la Caisse des dépôts. Je vais vous expliquer rapidement la Caisse des dépôts, à quoi est-ce qu'elle concourt. Donc, au sein de la Caisse des dépôts, on a la direction des politiques sociales qui s'occupe de mettre en œuvre les mandats qui nous sont confiés par l'État dans le cadre des politiques publiques. Elle est organisée autour de 4 grandes thématiques qui sont la retraite, qui sont le grand âge, qui sont l'handicap et qui sont la formation professionnelle qui nous intéresse aujourd'hui. Formation professionnelle met en œuvre des mandats. Les principaux mandats, Stéphane le disait, c'est mon compte formation. On a à peu près 8 millions de formations mises en œuvre depuis l'ouverture de service de mon compte formation, mais également d'autres mandats tels que le solde de la taxe d'apprentissage avec à peu près 2 millions d'entreprises concernées, passeport de prévention et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le passeport de compétences et l'intégration de ces données. Le passeport de compétences, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une loi, Stéphane le redisait, c'est une loi qui pose les grands principes. Grand principe du passeport de compétences, c'est un outil qui est pour l'usager, à l'initiative de l'usager et sur partage de l'usager. Donc, c'est bien un outil numérique pour le titulaire. Ensuite, ce passeport de compétences, il est organisé autour de 4 grands axes qu'on vous présente aujourd'hui. Premier grand axe du passeport de compétences, c'est de pouvoir collecter des données et mettre ces données à disposition du titulaire et de l'usager. Ces données, elles sont de diverses sources. On a des données qui sont garanties puisqu'on récupère ces informations directement de la base, de la part en fait de la personne qui les valide. On a des données qui sont autour des acquis formels et informels, et c'est ça un des grands enjeux du passeport de compétences. C'est également de mettre à disposition pour les usagers et de valoriser au sein du passeport de compétences pour les usagers l'ensemble des acquis formels et informels pour permettre une meilleure orientation. Acquis formels, certification professionnelle, titres, diplômes qui sont acquis au cours de la vie professionnelle de la personne. Formation continue, formation initiale. On transmet également et on collecte également tout ce qui est les expériences professionnelles, puisqu'elles permettent derrière de pouvoir acquérir également des compétences, mettre en œuvre les compétences qu'on a acquises de façon formelle à travers une certification ou un diplôme et l'exercer dans le cadre de son activité professionnelle, et également toutes les formations continues, notamment les formations continues mises en œuvre et financées dans le cadre des politiques publiques. Et puis également des formations des compétences qui sont acquises à travers les badges. On a quelques exemples. L'équipe de l'AFDAS, et je laisserai Paris 2024 expliquer les premiers badges qui intégreront le passeport de compétences. Mais on commence également à pouvoir intégrer ces badges. Et puis demain, d'autres types de données seront également valorisées et pourront également être valorisées à travers le passeport de compétences, toujours au bénéfice des utilisateurs, des activités type bénévoles, réservistes, mais également les expériences non professionnelles qui auraient un intérêt
dans le cadre de l'orientation et du partage de l'orientation des titulaires. Deuxième axe important pour le passeport de compétences, en dehors de pouvoir collecter et identifier ses compétences et son parcours professionnel, c'est de pouvoir le partager à un tiers. Partager à un tiers sur la base aujourd'hui d'un service authentifié et certifié par la Caisse des dépôts, qui est le CV PDF qui pourra être transmis à un tiers, à un employeur dans le cadre d'un recrutement. Puis demain, dans le cadre d'un CV en ligne, qui pourra être transmis de façon numérique tout en gardant son système d'intégrité et de vérification. Et puis également des connexions avec les opérateurs du CEP et notamment France Travail pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Troisième axe très important, c'est la valorisation des compétences. Et pour pouvoir valoriser ces compétences dans le cadre de ces évolutions futures, il faut pouvoir disposer d'un référentiel commun essentiel pour pouvoir communiquer ensemble sur des bases communes. Pour cela, aujourd'hui, on travaille avec le référentiel ROM, sur lequel l'ensemble de nos structures sont référencées, et avec France Travail, et dans le cadre également des compétences qui ont été associées aux badges existants, badge côté AFDAS et également côté Paris 2024. Demain, le service du passeport de compétences, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir derrière valoriser d'autres compétences acquises à travers les données qu'on aura collectées. Et donc, c'est la mise à disposition de plusieurs services, notamment une déduction automatique. Alors, automatique, ça ne veut pas dire qu'elle va être uniquement gérée par de l'IA et de non-humains, mais en tout cas, elle va être favorisée par tous les services en ligne qui pourraient être possibles, permettront derrière de pouvoir démontrer aux usagers et permettre aux usagers de visualiser quelles sont la cartographie classique de leurs compétences. L'objectif de ces compétences sera pouvoir derrière de mettre à disposition des services aux usagers pour pouvoir les accompagner dans leur orientation et dans leur évolution de carrière professionnelle à travers des services de visualisation de formation. Et c'est là où le fait que le passeport de compétences soit intégré au dispositif de mon compte formation est facilitant, mais également des services en lien avec les métiers qui pourraient correspondre aux métiers de demain et aux métiers de compétences acquises par les personnes. Merci beaucoup, Gladys. On va continuer à descendre dans la granularité. En fait, on a une vision globale. Et là, on descend dans le passeport. Et dans le passeport, eh bien, il y a des badges. Ça, on est content de l'apprendre. Et notamment un badge assez emblématique. Et je vais laisser la parole à Gianluca Merigali et à Gérald Gant, qui vont nous parler du badge dont nous sommes assez fiers, ce badge volontaire de Paris 2024, et nous retracer un peu l'historique et votre collaboration particulière sur ces sujets. Très bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc on ne parlera pas seulement du badge volontaire, bien sûr, mais avec Sodexo, de ce qu'on a pu construire ensemble. En tout cas, moi, je suis Gianluca Merigali. J'ai travaillé jusqu'à il y a 2 semaines, pendant 4 ans et demi au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et Paralympiques de Paris 2024. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui parler de badges? Pourquoi on a créé des badges? Il y a plus de 5 ans, Paris 24 a signé une charte sociale dans laquelle un des articles engageait Paris 24 à reconnaître les compétences mises en œuvre des 45 000 volontaires qui allaient contribuer à la réalisation des Jeux que vous avez pu vivre, découvrir, en tout cas, ou assister cet été. Et pour nous, c'était un peu compliqué de trouver la solution parfaite parce que en France, le monde des certifications est assez structuré et réglementé. Nos volontaires, c'est des bénévoles, donc c'est un statut, si on peut dire comme ça, qui sont un peu du cadre pardon, des règles de la formation professionnelle, plutôt adressées à un monde de salariés ou de chercheurs d'emploi. Et surtout, le temps de Paris 24 ne correspondait pas au temps de la certification. Donc, on s'est, grâce aussi aux travaux de l'EDEC, menés avec des OPCO, entre autres, l'AFDAS, ACTO et la DGEFP, on a pu identifier un panel de compétences bénévoles dans le cadre des grands événements sportifs et culturels. Et à partir de là, on s'est posé la question comment les valoriser, comment les certifier, comment faire sorte que pour la première fois dans l'histoire des Jeux et des grands événements, reconnaître officiellement
formellement des compétences mises en œuvre par des bénévoles et donc nos 45 000 volontaires. Et c'est là qu'on s'est orienté sur ce dispositif, l'Open Badge, pour nous assez nouveau. Et encore aujourd'hui, je remercie la DGFP qui était promoteur de cette démarche et sponsor, l'AFDAS aussi qui nous a accompagnés dans toute la phase exploratoire, mais pas seulement. On a travaillé avec nos partenaires officiels, dont Sodexo, à mes côtés, on en parlera tout à l'heure, et d'autres institutions publiques et privées. Et c'était un vrai travail d'ingénierie pour pouvoir structurer, trouver un dispositif qui pouvait être utilisé à l'international. Je m'adresse aussi à les invités d'autres pays. Donc, vous connaissez très bien un dispositif sur 45 000 volontaires. Nous, on a eu plus de 25% des volontaires, c'était des étrangers. Et donc, on a travaillé ensemble sur cette ingénierie pour ce badge volontaire. J'ai fait les jeux. Et c'était un long parcours. Et dans ces parcours, on avait pris une décision de faire un test avant d'attribuer 45 000 badges. Et donc, grâce au travail mené avec nos partenaires, les parties prenantes, on a expérimenté un premier badge, un badge manager qui s'appelle badge manager inclusif. C'est un badge qu'on a co-construit avec 3 partenaires français, 3 grands groupes français, Sodexo Live, Carrefour et BPCE. Et l'idée, c'était d'attribuer ces badges à des managers qui avaient mis en œuvre, j'insiste sur ce terme parce que depuis quelques jours, je suis avec grand intérêt les différentes conférences et on parle beaucoup de formation, de parcours de formation. Nous, notre parti pris à Paris 24, c'était de reconnaître des compétences mises en œuvre. Alors, pas facile parce que ça demande dans l'ingénierie construction des badges aussi d'identifier quels sont les critères, comment les évaluer, avec quel process, par qui ces critères ils sont validés, etc., etc. Et en tout cas, le parti pris, c'est de dire on part pour nos volontaires, mais surtout sur ces tests, sur des compétences mises en œuvre au quotidien. Et donc, on a identifié des compétences et des critères spécifiques à des managers qui, tout au long de leur mission, étaient en capacité de réaliser des actions à faveur de la diversité, de l'inclusion, de la non-discrimination, de l'adaptation de post-travail pour des collaborateurs ou collègues en situation de handicap, etc., etc. Et ce travail a été mené avec, encore une fois, nos partenaires et on a pu créer ces badges et l'attribuer à un certain nombre de managers de Paris 24 et de nos partenaires. Et ce qui est intéressant, que ce premier test, je suis très content d'avoir à mes côtés Gérald Gand, à qui je vais passer la parole, n'est pas mort avec la fin du comité des Paris 2024, mais continue à vivre auprès des Sodexo Live. Mais je laisse Gérald expliquer leur démarche. Merci Gianluca. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Gérald Gand, je m'occupe de la formation au niveau mondial pour Sodexo. Juste en quelques mots, Sodexo ou en quelques chiffres. Sodexo, c'est 430 000 collaborateurs à travers le monde. 95% de ces collaborateurs sont sur site, sur les sites où Sodexo opère des services, comme par exemple la restauration, le nettoyage et ainsi de suite. Et nous sommes présents chez Sodexo dans 45 pays. On a eu, et j'ai eu le plaisir de travailler avec Gianluca, et il m'a, je dirais, emmené dans cette formidable aventure que sont les Open Badges dans le cadre de l'événement qu'a été les Jeux Olympiques et Paris 2024, où Sodexo assurait pour les Jeux Olympiques la restauration des 12 500 athlètes au village olympique et du staff, et également les services et la restauration sur un peu plus de 14 sites de compétition sur l'Île-de-France, sur la région de Marseille et sur la région de Lyon. On a, dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024, recruté spécifiquement pour l'événement 6500 personnes, 6500 personnes qui venaient de Sodexo pour une petite partie d'entre eux, en France et à l'international, mais également des personnes qui venaient d'entreprises de travail temporaire ou des personnes qui ont été recrutées spécifiquement en CDD. Donc pour ces personnes
qu'il a fallu recruter, il a fallu les mobiliser, il a fallu bien entendu également les former parce qu'une partie d'entre elles ne maîtrisait pas forcément l'ensemble des compétences attendues pour exercer le métier. Et puis ce qu'on souhaitait aussi, c'est qu'à l'issue des Jeux Olympiques, et c'était aussi une valeur très chère de Paris 2024, on puisse inscrire cet événement dans le temps et avoir un héritage. Et la démarche Open Badge qui avait été présentée et qui avait été valorisée par Paris 2024, on a souhaité s'en saisir. On a travaillé ensemble avec Gianluca dans un esprit de co-construction sur la construction, donc, comme tu l'as dit, du badge manager inclusif avec d'autres entreprises. Donc, on a aussi, nous, on a souhaité co-endosser. Tu me corriges hein, si je n'utilise pas les bons termes parce que je ne suis pas encore un expert des Open Badges, mais co-endosser cet Open Badge, le délivrer, on le délivre aussi auprès de nos collaborateurs aujourd'hui. On a été alors, très surpris et très positivement surpris par effectivement la fierté et la reconnaissance de ce premier Open Badge qu'on a pu attribuer dès le mois de décembre 2023, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, c'est ce qu'on a aussi souhaité faire quand on a construit 2 autres Open Badge, Esprit de service et savoir travailler sur un événement à l'international, qu'on a souhaité la plus largement proposer à l'ensemble des collaborateurs, des 6500 collaborateurs qui allaient venir travailler pour nous pour les Jeux Olympiques. Ce qui était important pour nous, c'est qu'ils soient bien en lien avec les valeurs de l'entreprise, et l'esprit de service est un des 3 piliers des valeurs de l'entreprise qui a fondé Pierre Belon: esprit de service, esprit d'équipe et esprit de progrès. Et puis, le dernier Open Badge, travailler sur un événement à l'international, avait pour objectif de valoriser cette compétence, du moins, et ces compétences uniques, au-delà du savoir-faire technique, mais je sais mettre en œuvre mes compétences techniques dans un environnement particulier qui est celui d'un événement, d'un grand événement à l'international. On a donc sur nos 6500 personnes attribué des Open Badges pour 757 personnes, donc on ne souhaitait pas non plus que l'Open Badge soit simplement une reconnaissance, hein, j'ai participé. Ça devait réellement se traduire par une mise en œuvre opérationnelle de compétences techniques. Et vous pouvez le voir à l'écran avec des attributions qui ont été de un peu plus de 1150 Open Badges sur les 3 Open Badges qui ont été délivrés. On a aussi souhaité, et je suis pas revenu dessus, mais c'était important pour nous dans ce contexte d'événements internationaux et de Jeux Olympiques, que l'attribution et l'évaluation qui se faisaient par un co-travail manager et fonction RH ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre et que ce ne soit pas d'une lourdeur administrative trop complexe pour que nos équipes soient pleinement impliquées et jouent le jeu. Et aujourd'hui, avec le recul, et quand on voit aussi les postes de nos collaborateurs qui valorisent ce travail, donc un peu plus de 60% ont accepté l'Open Badge et le valorisent notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été un pari gagné. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui un dispositif que l'on poursuit et que l'on étend et que l'on souhaite étendre à l'international, porté par la DRH de notre groupe et porté aussi par notre présidente qui a trouvé, à travers ce dispositif, un moyen de reconnaître facilement les compétences mises en œuvre par nos collaborateurs dans nos différents pays. Merci. Merci beaucoup, Gérald. Voilà, quand on entend cette expérience qui a l'air totalement réussie, Lauriane, comment un opérateur de compétences comme le vôtre peut contribuer à accélérer ce déploiement des badges numériques? Alors, pour répondre à ta question, je pense que je parlerai de 2 possibilités, c'est-à-dire que finalement l'AFDAS peut soutenir les démarches qui sont réalisées par des entreprises ou des secteurs professionnels, puisque c'est aussi des acteurs par lesquels on œuvre. Et le soutien, il va se traduire comment? Si je prends l'exemple de Paris 2024, où finalement on a commencé à s'intéresser aux Open Badges parce que on était dans le cadre d'un contrat d'engagement qui est signé entre le ministère du Travail et des branches professionnelles, donc des secteurs, qui avait pour objectif de réaliser une ingénierie
pour valoriser justement les compétences et l'engagement des volontaires mobilisés pendant des grands événements culturels et sportifs. Donc cette ingénierie a pu finalement être donnée, j'ai envie de dire, à Paris 2024 pour qu'ils puissent s'en emparer et réaliser le badge qui a été créé dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une première partie, c'est-à-dire d'un soutien qui peut être donné auprès des adhérents ou des secteurs. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de pouvoir reconnaître aussi les démarches qui sont réalisées, puisque une fois que l'ingénierie a été faite des badges numériques pour Paris 2024, donc Jean-Luca est venu nous voir pour nous demander un endossement du badge qui a été réalisé. Et d'ailleurs des 2 badges, puisque c'est autant pour le badge volontaire que pour le badge manager inclusif que l'AFDAS a décidé d'endosser ces badges-là. Cette décision, elle a été prise en conseil d'administration en 2023, donc ça a permis finalement à l'OPCO de décider d'une politique, j'ai envie de dire, d'endossement, en tout cas d'un soutien et d'une reconnaissance à travers donc des critères qui ont été définis. Ces critères sont liés à la volonté à ce que ce badge-là puisse contribuer à des enjeux que l'AFDAS porte. Donc là, on était sur des enjeux qui étaient d'inclusion et également d'insertion professionnelle, notamment pour les volontaires qui pouvaient reconnaître ces compétences-là, mais également comment on appelle ça, une démarche qui est soutenue par des partenaires. Et là, en l'occurrence, c'était en lien avec des travaux qui étaient réalisés dans le cadre d'un EDEC. Ensuite, je donnerai un deuxième exemple, puisque suite à cette aventure qu'on a pu vivre avec Paris 2024, on a eu un autre projet, donc là, qui était porté par 6 secteurs, 6 branches professionnelles, qui souhaitaient développer les compétences de leur manager opérationnel sur des compétences transversales. Et suite à cette volonté, on leur a proposé de pouvoir reconnaître ce parcours via un badge numérique. Et donc là, aujourd'hui, donc, le parcours a été lancé. Donc les badges n'ont pas encore été délivrés, mais on a, comment on appelle ça, vu... En tout cas, on s'est rapproché de la Caisse des dépôts et de la DGEFP pour voir la possibilité d'insertion de ce badge dans le passeport compétences. Et finalement, c'est un projet qui est en cours actuellement. Et prochainement, il y aura un badge qui pourra être un badge reconnaissant les compétences des managers opérationnel des secteurs de l'AFDAS qui pourra être inclus dans le passeport compétences. Donc voilà, je pense que les 2 aspects qu'on pourrait donner pour l'AFDAS, c'est, en tout cas d'un OPCO, c'est de pouvoir soutenir d'un point de vue ingénierie, mais également pouvoir reconnaître les badges en tant qu'endosseurs. Merci beaucoup, Lauriane. Donc, on va pouvoir voir ce badge dans le passeport compétences. Gladys, donc c'est bien. Les badges, le passeport de compétences est ouvert au badge numérique. Est-ce que ça veut dire que une fois que je me connecte à mon passeport de compétences, je vais pouvoir y déposer mes badges, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les usagers, quand ils vont se connecter au passeport de compétences, ils pourront voir s'ils ont été bénévoles pour Paris 2024 directement leur badge. S'ils ont été également concernés par le badge manager, ils pourront directement les voir. Il y a une vraie volonté de l'État et de la Caisse des dépôts de pouvoir valoriser ces badges au travers des passeports de compétences sans nécessité d'intégration de la part du titulaire et de l'usager. Pour autant, on a encore des travaux à faire et à faire collectivement, puisque pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse fonctionner pour l'ensemble des badges également, on va devoir répondre à des enjeux, je le disais, de normalisation et de référentiel commun. Pour qu'on puisse intégrer des badges, il faut parler le même langage, ou en tout cas un langage qui est compatible. Donc c'est le premier enjeu qu'il va falloir qu'on relève. Le deuxième enjeu, c'est également, on est sur un passeport de compétences qui a des visées d'orientation de marché du travail et d'évolution professionnelle des usagers. Il n'a pas vocation à intégrer l'ensemble des badges et des open badges mis à disposition de l'ensemble des partenaires. Donc il va falloir également pouvoir conventionner et regarder quels sont les badges qui sont compatibles avec la philosophie du passeport de compétences pour qu'ils puissent être facilement intégrés et facilement utilisés par nos titulaires. Merci beaucoup. Et je voulais terminer cette table ronde, après on va passer aux questions, par Stéphane Rémy. Voilà, on voit que aujourd'hui, quand même, les formations qui ne sont pas certifiantes sont difficilement finançables. On voit qu'il y a une vraie tendance à utiliser les badges numériques, mais on n'arrive pas à trouver le bon modèle.
comment est-ce que vous imaginez un modèle de développement de compétences qui serait basé sur les badges numériques qui pourrait faciliter un déploiement? Vous voulez qu'on parle d'argent? On peut. Ça se passait pourtant bien. Non, écoutez, je pense qu'il y a une question un peu centrale. Tout n'est pas lié aux certifiants. Bien sûr, c'est un point de repère qui est majeur, qui a été renforcé notamment à travers la loi du 5 septembre 2018. Et c'est heureux parce qu'on a besoin, évidemment, de pouvoir permettre aux usagers, aux demandeurs d'emploi, aux actifs d'une manière générale, aux salariés, de pouvoir atteindre un diplôme, un titre à finalité professionnelle, mais pas que. Il y a aussi les certificats de qualification de branche ou les reconnaissances dans les conventions collectives. Donc le champ de la qualification est déjà beaucoup plus large. Mais c'est vrai que le caractère strictement certifiant, inscription, enregistrement aux répertoires nationaux RNCP-RS est une clé d'entrée qui est assumée vis-à-vis évidemment du compte personnel de formation, mais aussi de l'apprentissage. Est-ce qu'on a résumé en disant ça toute la situation des dispositifs de formation et d'accompagnement? Non. Il y a de la place pour la professionnalisation, il y a le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés qui est particulièrement soutenu par les opérateurs de compétences. La collègue de l'AFDAS a bien illustré toute la capacité d'ingénierie de l'OPCO vis-à-vis des branches professionnelles. Et derrière les branches professionnelles, ce sont les partenaires sociaux qui connaissent leur métier, qui travaillent sur les emplois, les qualifications, ceux qui sont à venir. Donc l'impulsion, elle a aussi vocation à venir de là. Il faut aider, il faut favoriser cette ingénierie. C'est le rôle qu'on a confié aussi, parmi toutes les missions qui leur sont données, aux opérateurs de compétences. Il y a des modalités financières. Il n'y a pas que la contribution légale qui existe. Il y a aussi des contributions supplémentaires d'origine conventionnelle, donc des accords de branche. Il y a des versements volontaires qui peuvent être aussi assurés par les employeurs. Ils ont aussi un rôle à jouer. Ces employeurs, il faut aussi qu'ils s'investissent dans ces marges de manœuvre qui leur sont offertes, de pouvoir accompagner, professionnaliser leurs salariés et peut-être aller chercher des modes de reconnaissance plus souples, plus rapides. On parle beaucoup de micro-certification. Enfin voilà, le terrain est ouvert, mais je pense que chacun a sa part. L'impulsion des pouvoirs publics, elle a été donnée, je l'ai rappelé, sur le plan historique. Et si on avait de nouveau le vent dans le dos, bien sûr, j'imagine que ça ferait partie des choses qu'on pourrait mettre au menu quand je dis le vent dans le dos, c'est-à-dire avoir des capacités de discussion, de négociation, mais dans l'attente. Et vous savez qu'on est quand même dans un contexte, on ne va pas se raconter d'histoire, on est dans un contexte très contraint sur le plan budgétaire. On est en pleine discussion, vous le savez, du projet de loi de finances pour 2025, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sont quand même des vecteurs extrêmement structurants pour les programmes, singulièrement pour le programme évidemment du ministère du Travail. Donc ne nous le cachons pas, c'est la contrainte, le vent là, et pour le coup, il est plutôt en face que derrière, et donc il faut qu'on soit imaginatif dans les mois qui viennent, convaincre aussi les entreprises qu'elles ont un rôle à jouer à leur niveau, convaincre les branches professionnelles qu'elles ont un rôle à jouer à leur niveau, et qu'il y a des outils, qu'il y a aussi des possibilités d'accompagnement et de financement qui existent déjà, et que tout n'est pas résumé, même si c'est nécessaire et utile, et on doit continuer à accompagner aussi les candidats qui vont sur mon compte formation ou dans d'autres processus comme la validation des acquis de l'expérience, passer devant les jurys, obtenir leur certification, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et on a aussi besoin de responsabiliser les individus pour qu'ils puissent aller vers cette démarche proactive aussi, et c'est dans leur intérêt, pour obtenir ces certifications. Donc je pense qu'il y a la place en fait, pour une offre qui soit proportionnée aux réalités des entreprises notamment, qui sont quand même dans un univers où actuellement on a des enjeux de tension de recrutement qui sont majeurs. Alors attention, tension de recrutement, mais possiblement aussi des enjeux de reconversion. Il y a un débat plus général sur le maintien des salariés en emploi compte tenu de l'allongement des carrières. Là aussi, il faut prendre les choses telles qu'elles ont pu être votées, et la loi sur les retraites est un élément très structurant. Des pratiques d'entreprise qui, pour certaines, étaient plutôt dans des logiques d'externalisation, qui vont devoir gérer la gestion des carrières, le maintien dans l'emploi différemment, et penser aussi la question du maintien des compétences, des reconversions, et donc de la reconnaissance aussi, pour le coup, de l'expérience acquise. Ça tombe sous le sens pour des salariés qui sont notamment les salariés seniors. Vous savez qu'il y a des négociations qui sont en cours sur le sujet, assurance chômage, mais aussi emploi des seniors. Donc voilà des ingrédients
qui font partie un peu du menu des discussions et réflexions actuelles. Et je pense qu'on aura l'occasion, une fois qu'on aura passé la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'à un moment, il faudra bien qu'un vote intervienne. Et une fois qu'on aura passé ces étapes-là, je pense qu'on pourra reprendre aussi le chemin des concertations, ou même en amont d'ailleurs, hein, pour pouvoir travailler sur cette question. Mais elle est dans un ensemble plus large, me semble-t-il, qui est celui de la professionnalisation, qui est celui de la reconversion, des transitions, des mobilités. Je crois que ce sont les terrains de jeu sur lesquels on est attendu, avec évidemment des publics prioritaires qui sont évidemment les demandeurs d'emploi, l'emploi des seniors. Voilà, ça va pas changer. Et puis des enjeux, je terminerai peut-être là-dessus. Ça change pas avec la loi de finances ou la loi de financement de Sécu, hein. Le climat, l'état de la planète, la transition numérique qui se poursuit, qui s'approfondit évidemment dans l'ensemble des secteurs d'activité sur les emplois, la transition agricole, agroalimentaire, le grand âge, je crois, cité tout à l'heure, ou la petite enfance. Croyez-moi, là, on a de quoi faire en termes structurants. Et ce sont aussi ces dynamiques-là auxquelles on doit répondre à travers nos outils de formation, mais sans doute au-delà. Et je pense que c'est aussi un des enjeux de poser l'équation de manière plus globale sur les compétences. C'était l'enjeu de la loi de 2018, hein, Société des compétences, rappelez-vous, c'était pas neutre. Et puis quand on voit tous les rapports de l'OCDE à l'international ou au niveau européen, on voit bien que ce sujet des compétences, il est clé, c'est la clé de la compétitivité. Et donc c'est bien aussi l'enjeu pour la France, pour l'Union européenne, dans un monde qui est celui qu'on connaît actuellement, mondialisé, dur, parfois conflictuel, et donc il faut évidemment qu'on ait bien conscience de ces enjeux, parce que derrière, ce sont des logiques d'approvisionnement, de matières premières, d'énergie, de souveraineté industrielle ou alimentaire. Donc voilà, les enjeux sont considérables. Merci beaucoup Stéphane. Il nous reste quelques minutes pour 2-3 questions maximum, parce qu'à 13 h, il faut qu'on termine cette table ronde. Qui a levé la main en premier? Je vois un monsieur ici au milieu. Excusez-moi, monsieur Grandjean. Oui. Merci Stéphane d'avoir rappelé la question du dialogue social qui est nécessaire dans cette histoire et pas du tout simplement d'un point de vue technique, comme on a pu le voir il y a quelques instants. Je voudrais poser une question qui est entre l'émergence de toutes les expériences dont nous parlons ici et la magnifique illustration qui a été donnée sur les JO 2024 d'un côté, donc en montant, et d'un autre côté, en descendant, la question de la reconnaissance des micro-credentials par l'Europe. Entre les deux, qu'est-ce que ça peut faire comme impact sur nos amis de France Compétences ? Ouais, je ne vais pas parler pour notre institution nationale préférée et opérateur sous tutelle de l'État. Non, mais je pense que France Compétences, très clairement, depuis sa création, hein, avec la loi du 5 septembre 2018, on a fait beaucoup de choses avec cette loi. Hein. On a créé les OPCO, on a réformé le système des certifications, notamment sur la partie publique. On a mis en place, évidemment, le CPF dans sa version moderne avec la caisse, mon compte formation, sa monétisation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, le transfert des collectes aussi, des contributions des employeurs. Je rappelle un peu tout ça parce qu'on perd un peu parfois de vue, sans parler aussi de ce qui a été notre période Covid, qui nous a obligés très vite, les uns les autres, à nous adapter et aussi à accélérer les transitions qui étaient en cours. C'est pour ça que j'insistais sur la transition numérique, parce qu'elle continue de produire des effets. Donc oui, il faut qu'on trouve l'équilibre entre les pratiques qui ont pu être celles de l'expérience JO, paralympique, et j'insiste sur les WorldSkills, hein, qui sont d'une autre manière aussi d'avoir porté haut les valeurs de l'olympisme, et puis la réalité de ce qu'est l'enregistrement dans les répertoires, les durées d'enregistrement, les renouvellements. Il y a des travaux qui sont en cours, il y a une commission. Hein, quand on parle de France Compétences sur ces sujets, je rappelle que c'est une commission au sein de France Compétences, donc il y a sa gouvernance qui est aussi plurielle dans sa composition. Je pense que ces questions-là aussi sont à traiter dans ce cadre-là, au-delà de ce qu'est l'opérateur France Compétences, qui a pour rôle premier de répartir les contributions des employeurs pour financer le compte personnel de formation, pour financer l'apprentissage et l'alternance de manière générale, pour permettre aux OPCO d'accompagner les entreprises de moins de 50 salariés, pour financer le permis de conduire, pour permettre aux régions d'intervenir en fonctionnement et surtout en investissement au profit des CFA. Voilà, c'est ça la réalité des missions de France Compétences, c'est toute l'ingénierie de certification, c'est aussi tout le travail sur l'harmonisation des observatoires de branches. Il y a aussi pas mal d'enjeux de partage de la data sur ces questions.
Donc, en réalité, France Compétences remplit très bien ses missions avec des moyens qui sont modestes, hein, comme beaucoup d'opérateurs. Et donc, je pense qu'il faut en avoir conscience. Donc, ces questions, elles sont à traiter aussi en lien avec l'institution nationale, qui est une institution par ailleurs quadripartite, hein. On retrouve l'État, les régions, les partenaires sociaux, et sans doute les questions plus précises sur la reconnaissance des certifications, des micro-certifications, à voir dans comment ça peut nourrir évidemment des évolutions, des adaptations, notamment à travers les débats qui peuvent intervenir en commission. Mais je pense que dans un premier temps, la question des durées d'enregistrement, de leur renouvellement est sans doute une des questions premières à poser. Juste très rapidement, ça n'appelle pas forcément de réponse, c'est plutôt une forme de défi que je lance sur une réflexion qui serait à venir. Stéphane nous a largement expliqué que les financements, ils étaient là, qu'ils existaient, qu'on avait poussé le développement de la formation professionnelle grâce à ces financements. Mais l'effet pervers inverse, c'est que grâce à ces financements, dès que les fonds baissent, les entreprises arrêtent de développer les compétences. Et en fait, elles n'arrêtent pas de développer les compétences, elles arrêtent de former. Et donc, comme on ramène tout beaucoup à la formation, l'enjeu, il est au-delà, et il est dans ce qu'on a entendu chez Sodexo, chez Gianluca, il est dans comment on accompagne les entreprises dans le développement des compétences dont elles ont besoin. Or, c'est pas parce que le budget de la France est en situation difficile que la compétitivité internationale n'existe pas. Demain, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde dans laquelle on verra que je suis obligé d'aller chercher en Inde le témoignage d'une entreprise qui met en place ce genre de modèle, parce que de toute façon, là-bas, il n'existe aucun système de formation professionnelle ou de système de reconnaissance des individus. Donc l'entreprise s'en empare. Et donc la vraie question à laquelle je veux venir, et le sujet de réflexion, c'est comment on va inciter demain les entreprises sur le financement du capital immatériel. Et donc, pas seulement les OPCO, pas seulement l'opérateur de formation, mais comment demain, le capital immatériel peut être financé par les entreprises françaises. Et donc, c'est peut-être aussi l'enjeu des banques de demain, l'enjeu des financeurs, de la Caisse des dépôts, d'un certain nombre d'acteurs, d'accepter que le projet d'une entreprise ne passe pas forcément par la formation, par la certification ou par des parcours de formation formalisés. Voilà. Et donc, c'est un peu le défi que je nous lance, sur lequel nous travaillons actuellement, et entre autres aussi avec l'association ADEFCONF que préside Jacques Faubert, et sur lequel on reviendra certainement chercher les différents acteurs pour une prochaine organisation de manifestation. Peut-être un mot très rapide, non pas forcément pour apporter une réponse, mais pour partager deux choses. Premier point, c'est le regard que porte le monde sur la France. Parce qu'on a tendance à regarder et à s'auto-comparer, parfois à s'auto-flageller. Je peux vous assurer que sur les politiques publiques que l'on mène depuis quelques années, que ce soit au titre du compte personnel de formation, donc du droit individuel dans toute sa dimension, qui s'adresse quand même à tous les actifs, demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants. Je pense que c'est important aussi de rappeler cette réalité. Ou sur l'apprentissage, ce sont les pays qui viennent nous voir. La Chine, la Corée du Sud, la Turquie, la Roumanie, le Mexique, l'Irlande, l'Angleterre. Pour vous donner quelques exemples de pays, la Côte d'Ivoire, qui s'intéressent à nos sujets. Et je pourrais citer aussi Singapour avec un petit particularité s'agissant de Singapour, c'est qu'ils sont peut-être avec la France le seul pays à avoir instauré un droit individuel assez proche du nôtre, mais qui reste encore très attentif à la manière dont la Caisse des dépôts notamment travaille sur ces questions. Donc soyez conscients que nous sommes regardés aussi dans le monde et que la France a retrouvé une forme de leadership sur ces questions-là. Et au fond, la question du capital humain et de l'investissement, elle est posée, on est bien d'accord. Et je pense que des collègues de la Direction générale des entreprises, du côté du ministère de l'économie et des finances, l'ont bien en tête. On tâtonne un peu sur cette notion de capital humain. Alors c'est marrant parce qu'elle nous renvoie un peu au fond à ce qu'était la nouvelle société voulue par Delors Chaban, dans un contexte totalement différent, sans doute plus contraint. Mais les entreprises ont un rôle à jouer. Peut-être qu'il faut effectivement redonner aussi cette latitude, parce que les aides qu'on a mises en place, ce sont des aides à caractère exceptionnel. On a supprimé l'aide au contrat de professionnalisation parce qu'elle n'existait pas avant la Covid. Elle avait été mise en place pour soutenir les démarches de recrutement des employeurs. Mais à un moment, effectivement, la question se pose aussi à leur niveau. Alors, elles ont besoin d'être sans doute outillées, d'être convaincues aussi. Et je pense qu'encore une fois, l'offre des OPCO, de tous les conseils qui peuvent leur être apportés, il y a quand même cette question aussi sur le développement durable qui est majeure. Faire émerger les compétences sur le développement durable dans les entreprises est un des enjeux clés. C'est une mission confiée également aux OPCO.
Il faut effectivement que ces entreprises se saisissent de ces questions-là. Alors c'est bien, elles ont le carnet de commandes, les enjeux de concurrence, parfois sans doute le sentiment qu'il y a une trop grande complexité dans l'accès au dispositif. Donc oui, il y a un enjeu aussi de simplification, et ça, on n'a pas besoin de la loi de finances ou de la loi de financement de la Sécu. C'est dans nos pratiques, c'est dans nos capacités à expérimenter. On l'a fait pas mal hein, sur le contrat de pro expérimental, VE inversé. Donc je pense que c'est à travers ces vecteurs-là qu'on peut essayer aussi d'être en accompagnement des entreprises, mais il faut aussi qu'elles se responsabilisent. Elles ont des mandants aussi, hein, des représentants dans les branches au niveau interprofessionnel. Non, je suis désolé, Hubert. Je suis désolé, Hubert, je ne peux pas te laisser répondre. Il nous reste une micro-question avec une micro-réponse et après, on va terminer. Bonjour, bravo et merci. C'est magnifique. Moi, je trouve que tout est très bien. Et donc, je voulais juste demander, parce que je travaille à l'Université de Lille où je suis chef de projet Dématest sur la dématérialisation des attestations de réussite au diplôme. Et donc, on en a émis déjà 80 000 et avec énormément de succès auprès des étudiants. Mais donc, on est aussi à la DGZIP en train de faire remonter les données des diplômes pour alimenter mon compte formation et le passeport de compétences. Et je voulais savoir à combien vous en étiez de données remontées pour l'enseignement supérieur. C'est tout. C'est précis. Alors oui, pour la DGCIP, donc Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, je ne sais pas si ma collègue de la Caisse a des éléments là-dessus. Juste rappeler qu'on est aussi dans cette démarche conventionnelle. Hein, ça me paraît important pour tous hein, de bien pouvoir mesurer les possibilités de recueillir ces badges à travers un langage commun. Ma collègue a pas mal insisté sur ce point-là et la sécurité aussi des données qu'on va utiliser. Donc, je ne sais pas si sur la partie sup. Alors, ce ne sera pas spécifiquement sur la partie sup, mais pour vous donner effectivement un ordre d'idée hein, des données collectées. Hein. Dans les données collectées, on a, je vous le disais, tout ce qui est certification professionnelle, tout ce qui est les diplômes de l'éducation supérieure, du ministère de l'Éducation nationale également. On a tout ce qui est les formations financées avec des fonds publics et l'ensemble des expériences professionnelles. On est à peu près à environ, on va dire, 70 millions de données collectées uniquement sur ce qui est formation et certification et diplôme, et à peu près plus de 200 millions de données collectées sur les expériences professionnelles et sur les reconstitutions de carrière. Donc on est un peu moins pour l'instant de 300 millions de données collectées. Ça fait à peu près... je les ai jamais en tête, donc j'ai mes petites notes, j'ai beaucoup de chiffres. Ça représente en fait, parce que ça c'est des données collectées, c'est l'ensemble des données, ça représente à peu près plus de 41 millions de passeports complétés par des données par titulaire. Donc on a 41 millions de titulaires qui ont des passeports alimentés par des données, avec des profondeurs de données plus ou moins larges, mais qui remontent à peu près 2000 pour certaines données. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos participants. Merci encore au ministère du Travail et de l'Emploi, Stéphane Rémy, Gladys Vidal de la Caisse des dépôts, Lauriane Miliodon, AFDAS, opérateur de compétences, Gérard Gand de Sodexo Academy et Gianluca Meregali de Paris 2024. Merci à vous. Merci.